Bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les matrices. Après une première vidéo sur la matrice des eaux, bon, à partir du mythe d'Eros et de Psyché, ce qu'on peut dire de cette matrice, à partir de ce mythe précis, je vous propose une deuxième vidéo sur la deuxième matrice, la matrice du feu. Alors, vous vous souvenez que les matrices, ce sont des modes de connaissance. Ce ne sont pas simplement des lieux anatomiques, ni simplement des centres énergétiques au sens de réservoir, si vous voulez. Ce sont des modes de connaissance. Ce sont des centres énergétiques, oui, mais qui magnétisent la vie, qui la polarisent, qui la focalisent d'une certaine manière, de sorte que cela engendre, cela induit des manières de vivre et de voir qui sont très différentes, selon qu'on est plus ou moins polarisé, magnétisé au champ de cinabre inférieur, au champ de cinabre moyen ou au champ de cinabre supérieur, eh bien, on aura des vies très différentes. Alors, ces trois champs de cinabre sont toujours également magnétisés, mais pas avec la même intensité. Ils sont tous les trois magnétisés, mais pas avec la même intensité, ce qui fait que nous ne vivons pas, nous vivons toujours de ces trois vies-là, mais à des niveaux plus ou moins conscients, à des niveaux plus ou moins assumés, et cela modifie complètement nos manières de vivre. Ça explique toutes les différences possibles dans les manières de voir et de vivre la vie. Voilà, et il y en a autant que d'êtres humains sur la Terre. Donc les variations sont infinies, les variations possibles sont infinies. Alors cette deuxième matrice, cette matrice du feu, c'est donc elle est symbolisée dans le mythe d'Eros par la bougie. Vous vous souvenez du moment où Psyché veut voir. Elle veut voir et elle approche la bougie de Psyché, elle approche la bougie d'Eros, pardon, et une goutte de cire tombe sur l'épaule droite d'Eros. Et le réveille. Et Eros, se rendant compte qu'il est vu, qu'il est connu, disparaît. Alors, on peut dire deux choses à partir de là, tout de suite. C'est que cette deuxième matrice, c'est le niveau de la connaissance disjonctive, de la connaissance objectivante. C'est la capacité à voir, non pas simplement à ressentir sur un mode fusionnel, à connaître les choses sur un mode fusionnel, mais ça c'était ce qui caractérisait plutôt la première matrice, la matrice des eaux. Mais à ce deuxième étage, ce nouveau mode de connaissance se caractérise par le fait de mettre à distance. Il ne s'agit plus de jouir des choses, mais de les voir. Et donc ça c'est la première chose. Et comme je le disais, Eros se retire. À partir du moment où il est vu, quelque chose va disparaître. Tout en apparaissant, quelque chose va disparaître. Quelque chose va apparaître, autre chose va disparaître. Alors ce qui apparaît, c'est cette nouvelle connaissance, cette capacité à dire, mais ce qui disparaît, c'est la jouissance. Psyché et Eros vont donc à ce deuxième étage, dans cette deuxième étape de l'odyssée de l'âme pour entrer chez elle. Eros et Psyché vont être séparés. Et Psyché va faire l'expérience du manque. Voilà. Donc ce qui disparaît, c'est la jouissance. On peut dire que de ce point de vue, l'amour est mort,
ou que la connaissance tue l'amour. D'une certaine manière, à un certain niveau. On verra qu'au niveau de la troisième matrice, cette expression prend un sens encore différent. On verra que au niveau de la troisième matrice, l'amour est plus fort que la mort. Ut mortis fortis est dilectio. Vous vous souvenez de la parole du Cantique des Cantiques. L'amour est plus fort que la mort. Mais bon, à ce stade-là, dans la deuxième matrice, on peut dire que la connaissance tue l'amour. Il y a une désidentification du sujet à l'égard des plaisirs qu'il a éprouvés. Ça ne veut pas dire un mépris et du dédain, bien que chez certaines personnes, disons moralisatrices, la jouissance puisse apparaître comme une espèce de, disons, de vulgarité à laquelle il ne convient pas de s'abandonner. Mais ce n'est pas ce qui caractérise cette vision moralisatrice, dénigrante et un petit peu névrosée du plaisir, n'est pas ce qui caractérise foncièrement la deuxième matrice. Sinon peut-être quand elle est mal vécue. Car encore une fois, et pour le dire comme Platon, encore une fois, on va à la vérité avec tout son être. Les plaisirs n'ont pas à être méprisés, dépassés sans doute, mais pas méprisés. Bon, alors, à ce deuxième niveau, dans ce deuxième mode de connaissance, les plaisirs sont mis à distance, ils sont objectivés. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, il y a une souffrance, on l'a dit, dans cette objectivation, dans cette mise à distance, puisqu'il y a une séparation, il va y avoir un manque, mais ce manque, insistons tout de suite là-dessus, ce manque, il est volontaire, il est voulu, il est choisi. Et tout ce qui va agiter Psyché à ce deuxième niveau, à ce deuxième étage, à cette deuxième étape, dans cette deuxième étape de l'Odyssée psychique, tout ce qui va l'agiter ne va pas la détruire. Évidemment, il y a une souffrance, mais elle est moins destructrice, elle apparaît moins menaçante, moins imprévisible et moins vitale à cet étage-là qu'à l'étage précédent. Parce qu'ici, la douleur a quelque chose de consenti et de fondamentalement, de foncièrement volontaire, voulu. Pourquoi ? Bien, tout simplement, le mythe nous le dit, c'est Psyché qui décide de prendre une bougie et même un couteau. Vous savez, elle prend une bougie et un couteau pour aller voir ce monstre et le tuer. Elle prend une initiative. À cet étage, le sujet retrouve quelque chose de son initiative, de sa liberté. Il n'est plus simplement possédé par les plaisirs, il est plus simplement englué, noyé, voire submergé, menacé de noyade par les plaisirs, mais il a retrouvé quelque chose de son initiative. Voilà. Ici, le volontarisme et la liberté est souligné par le fait que Psyché part à la reconquête d'Eros. Ce n'est plus Psyché qui est livré à Eros en sacrifice. Vous vous souvenez, c'était l'oracle qui avait condamné les parents à livrer Psyché en sacrifice à un inconnu. Ici, c'est Psyché qui prend l'initiative de partir à la reconquête d'Eros.
elle prend l'initiative de le voir au risque de le perdre, elle le perd et elle prend la décision dans la foulée de partir à sa reconquête. Hein, d'où les trois ou quatre épreuves qu'elle va devoir traverser, qu'elle choisit de traverser: l'épreuve des grains, l'épreuve de la toison d'or, l'épreuve du Styx et l'épreuve de la descente dans l'Hadès. Voilà. Alors ici on a sans doute aussi quelque chose qui ressemble dans cette succession d'épreuves à une espèce de dépression. Le désir de mourir est toujours là. Quelque chose en psyché refuse de vivre. Mais ce n'est plus la même pseudo-dépression qu'au départ. Hein. Dans le moment initial de la perte, on avait une espèce de pseudo-dépression. De pseudo-dépression qui pourrait se caractériser qui pourrait se définir comme une espèce de sentiment de perte de sens. Quand l'objet essentiel de votre jouissance, cette jouissance qui donnait au premier niveau de la connaissance un sens à la vie de psyché, quand cet objet de jouissance disparaît, la vie semble perdre tout son sens. Mais cette perte de sens, eh bien, si on la regarde avec un petit peu de hauteur et d'altitude, elle ressemble ni plus ni moins qu'à la déception, au désespoir d'un enfant qui a perdu un jouet. C'est une déception, et la dépression qu'elle engendre est une dépression un peu infantile. Au deuxième niveau, quand Psyché va véritablement rentrer dans la matrice du feu, quand elle va véritablement nourrir le champ de Cinabre moyen, quand sa démarche va véritablement prendre du cœur, elle va sentir ce qui lui manque et elle sentira que dans ce manque, il y a quelque chose comme un goût de la mort. Mais la capacité qu'elle a à cet étage, à ce niveau de connaissance, d'accueillir et de consentir à cette amertume, va donner à sa dépression une signification un petit peu différente. Vous voyez, c'est pas la même chose de déprimer au premier champ de Cinabre ou au deuxième. Voilà, là, il y a quelque chose d'important. Quelque chose d'important et de tout à fait différent, qui ne ressemble plus aux caprices de l'enfance ou au désespoir d'un enfant privé de ses jouets. Parce que quelque chose, au niveau de cette deuxième matrice, quelque chose s'ouvre véritablement à l'altérité. Alors, j'en ai déjà parlé au sujet de la première matrice, mais là, on peut reparler du fait que dans la première matrice, vous vous souvenez, Psyché ne voit pas les visages. Là, grâce à la bougie, c'est-à-dire, pour le comprendre sans métaphore, par cette volonté de regarder les choses telles qu'elles sont et de regarder les autres, elle va s'ouvrir à l'altérité. Elle va découvrir ce que c'est, pour parler comme Castaneda, une connaissance qui a du cœur, qui ne réduit pas les autres au rang ou au simple statut d'objet. Elle va devenir capable de s'abandonner aux autres. Alors, elle ne peut plus s'abandonner à Eros, puisque Eros est parti, mais elle va faire bien mieux que de s'abandonner à Eros. Elle va aller à la rencontre de ses ennemis. Alors, de ses ennemis intérieurs et peut-être aussi de ses ennemis extérieurs. Elle va
elle va aller les rencontrer. Elle va prendre sa voiture ou le moyen de locomotion qu'elle voudra et puis elle va aller les rencontrer. Vous savez que dans le mythe tel que nous le raconte Apulée, Psyché va rencontrer Aphrodite. Elle va rencontrer sa pire ennemie. Elle va se remettre à elle. Elle va, d'une certaine manière, se sacrifier. Sacrifier ses désirs. C'est très étrange d'ailleurs si on y réfléchit bien, parce que cette quête d'Éros passe par un abandon à Aphrodite. Hein? Au lieu d'aller comme un enquêteur ordinaire, je dirais, qui serait resté enfermé dans la première matrice, la matrice des eaux, au lieu d'aller chercher des indices qui lui permettraient de retrouver le chemin de la demeure d'Éros, elle fait quelque chose d'assez étonnant. Elle va rencontrer Aphrodite. Vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait original ici et significatif. Elle va rencontrer les parts inaccomplies d'elle-même. Elle va rencontrer ce qu'il y a de plus inconfortable au fond d'elle-même. Elle va aller le regarder et elle va peut-être aussi tout simplement, véritablement aller rencontrer ses ennemis. Parce que vous savez que nos ennemis ne sont que nos miroirs. Tant que nous détestons quelqu'un, c'est que quelque chose en nous n'a pas été clairement, suffisamment regardé. C'est ça, fondamentalement, le sens des épreuves. Alors, je referai peut-être une vidéo, parce que je ne voudrais pas que celle-ci soit trop longue, mais je referai peut-être une vidéo pour approfondir la question de ces épreuves hein, que Psyché va traverser, l'épreuve du tri des grains, l'épreuve de la toison d'or, l'épreuve de l'eau du Styx et l'épreuve de la descente aux enfers pour aller rencontrer Perséphone. Et je crois que ça mérite véritablement un zoom, parce que ça dit des choses qui sont très fortes sur le sens du cheminement. Mais là, vous voyez, et pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, ce que je crois qu'on peut conclure de cette rencontre avec les parts inaccomplies de soi-même, avec les parts ennemies qui sont au fond de nous-mêmes, et avec nos ennemis objectifs, qui s'appellent Pierre, Paul ou Jacques, hein, qui portent des noms et qui sont des individus qui travaillent avec nous, ou qui sont peut-être parfois même encore plus proches que ça, ou plus lointains que ça, des membres de notre famille, que sais-je. Tous ces ennemis extérieurs et intérieurs, il faut les rencontrer, non pas moralement, simplement pour nous réconcilier avec eux. Ça c'est, si vous voulez, c'est bon, c'est de la gentille morale, mais ça ne va pas très loin. Il faut les rencontrer pour regarder ce qui en nous est inaccompli, pour apprendre à connaître ce qui nous manque et ce qui nous fait mal dans le manque, dans ce manque que ces prétendus ennemis, et qui ne sont en fait que des miroirs, vont faire réagir. Voilà. Ils nous font réagir sur quelque chose qui est essentiel à la connaissance que nous voulons avoir de nous-mêmes. Et c'est cet élargissement, voilà, c'est cet élargissement du champ de conscience hein, qui caractérise, je crois, l'accès à la matrice du feu. Voilà, l'accès à cette deuxième matrice est polarisé par la première matrice. Alors là, il y a un risque, je voudrais terminer sur ce problème. Il y a un risque, en s'élevant, on peut toujours régresser. Rien n'est jamais acquis sur le chemin de la spiritualité, rien n'est jamais acquis nulle part, mais pas plus sur le chemin de la spiritualité que sur un autre. Et rien n'empêche que dans ces moments d'élévation, nous restions séduits par des tentations qui risqueraient de nous faire régresser. Nous restons jusqu'au bout, hein, on le verra, même jusque dans l'accès à la matrice du crâne, on restera menacé, entre guillemets, par des tendances régressives. Les trois matrices
Je vais finir là-dessus, puisque c'était un petit peu là-dessus que j'ai commencé, mais je crois qu'on le répétera jamais assez. Les trois matrices restent actives simultanément, avec des intensités différentes, certes, mais elles restent actives simultanément. Et cela va nous obliger à rendre encore plus conscient, puisqu'à chaque fois qu'on s'élève, on peut retomber, et la chute est d'autant plus douloureuse. Plus haut vous vous élevez, plus dure est la chute. Donc attention. Donc la réponse à ces tendances régressives, c'est-à-dire à la réponse à cette magnétisation du deuxième champ de Cinabre vers le premier, vers la matrice des eaux, la réponse à cette magnétisation de la matrice du feu par la matrice des eaux, eh bien c'est une prise conscience toujours plus forte de la troisième matrice, de la matrice du crâne ou du champ de Cinabre supérieur. Voilà, avoir fait ce saut dans la deuxième matrice de la connaissance, c'est bien, mais ça ne nous empêche pas de penser très vite à la troisième. C'est-à-dire de penser, après le sacrifice de nos plaisirs, de nos désirs, à penser aussi à ce sacrifice de soi qui caractérisera l'accès à la matrice du crâne, au-delà de la porte des dieux. Mais c'est une autre histoire, c'est en tout cas une autre vidéo, et je la réserve à plus tard, pour plus tard. Je vous souhaite une belle journée, de belles méditations, un bon cheminement. Je vous invite à venir parler avec nous de tout ça lors de nos retraites, par exemple. Et en attendant, encore une fois, belle journée et à très bientôt.